Salut tout le monde, bienvenue à cette autre émission, cet autre chapitre du rapport Boivin, édition du 9 novembre 2017, huitième déjà de la saison 2, alors ça court, on avance allègrement vers Noël. Merci à vous tous au niveau de la TV Basse-Lièvre et du réseau Ma TV d'être fidèles au poste pour écouter mes opinions sur plein de choses qui se sont produites dans la dernière semaine, au courant de la dernière semaine, se concluant aujourd'hui le 9 novembre. Évidemment, il y a eu les élections municipales partout au Québec, alors il y a eu toutes sortes de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Et je voulais faire un petit retour, même si pour plusieurs d'entre vous, là, c'est affaire classée. On n'en reparle plus pour les 4 prochaines années. On peut dire qu'avec le le pourcentage de personnes qui sont sorties voter, il y a bien d'entre vous. Puis je pourrais pas dire que c'est parce que ça vous intéresse pas. Il y a bien des gens qui ont décidé de pas aller voter pour toutes sortes de raisons. Et quand les gens me posent la question, pourquoi tu penses que les gens sont pas à 60% sont pas allés voter, par exemple, dans la grande ville de Gatineau? Coudonc, il y a autant de réponses que de personnes à qui vous allez poser la question. Il y en a qui n'avaient pas de transport, il y en a qui trouvaient qu'il ne faisait pas assez beau, il y en a qui trouvent que ça, peu importe ce qu'ils font, qu'ils aillent voter, pas voter, ça ne changera rien. Il y a toutes sortes de raisons sous le soleil. Un fait demeure, parce qu'on me l'a fait constater pendant qu'on décortique de toutes les façons inimaginables les résultats à travers la province de Québec, qui me font constater que dans certains petits coins plus reculés du Québec, ça a voté à des pourcentages aussi élevés que 77, 75, 71%. Alors, quand on se compare à Gatineau avec notre petit 38 point quelques pourcents, c'est assez spécial. Maintenant, pourquoi? Fouillez-moi, je n'ai pas plus de réponses que personne, où toutes ces réponses sont bonnes ou mauvaises, dépendamment comment on se situe. Mais ceci étant, c'est quand même frappant, surtout compte tenu du fait que le directeur général des élections avait investi beaucoup d'argent dans des publicités que tout le monde s'entendait pour dire étaient très réalistes, très percutantes et qui restaient dans notre imaginaire. Alors, pourquoi que ça n'a pas eu l'impact escompté? Je suis convaincue qu'ils sauront l'analyser dans les prochaines années. Un fait demeure, c'est la majorité des gens qui se déplacent pour voter qui décident de ce qui se passe. Et ici, à Gatineau, c'est le maire Maxime Pedneau-Jobin, ce que j'avais prédit de toute façon, qui s'est produit, qui a été réélu pour un autre mandat de 4 ans. Sur les réseaux sociaux, ça s'en donne à qui mieux à dire, bon, il a juste gagné avec 40 quelques pourcents du vote. C'était peut-être la faute de Sylvie Gonneau ou de Denis Tassé s'il a perdu. Quand on se présente en politique, ça c'est mon opinion bien simple sur le sujet, ça n'enlève rien à personne. On est là pour convaincre les gens de voter pour nous. Ces gens-là ont travaillé fort, ont fait des campagnes sérieuses. Sylvie Gonneau, que je salue pour tout ce qu'elle a fait en politique, et comme femme en politique aussi, qui a fait probablement la meilleure campagne des trois. De lui accoler, parce que j'ai entendu certains conseillers élus dire « Ah, ça ne s'était pas présenté, Maxime Pedneau-Jobin aurait perdu ». C'est bien facile de dire ce genre de niaiserie-là, parce qu'on ne sait pas s'il y avait juste eu 2 candidats, est-ce que les gens qui autrement votaient pour elle auraient voté pour le candidat qui se prenait contre le maire en place. Un fait demeure, Maxime Pedneau-Jobin a gagné et il est en plus gagnant dans, je dirais, la très, très vaste majorité des districts à travers la grande ville de Gatineau. Même s'il n'y a pas plus que 50% du total des voteurs à la mairie pour le poste de maire, il a quand même gagné tous les districts à l'exception seulement de 2, celui de Denis Tassé-Touraine. Et ça va de soi parce que Denis Tassé, que je salue aussi pour ses 12 années au conseil municipal, qui a travaillé très fort, qui a quand même une réputation d'homme intègre, qui était bien voulant.
est bien pensant dans sa campagne, qui n'a peut-être pas eu la campagne que ses supporters espéraient, mais n'empêche, n'importe qui donne de son temps et qui est prêt à laisser aller 4 ans de sa vie au service du public, ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ça. Alors, Touraine, qui était le château fort de Denis Tassé, est resté majoritairement derrière Denis Tassé. C'est lui qui aurait remporté ce district-là si on votait par district uniquement. Et le district dans Hall, Manoir des Trembles, Val-Tétro, le district de Jocelyn Blondin. Ce qui me fait dire, parce que dans les enjeux principaux qui s'en viennent dans les prochaines années, attendez-vous à entendre parler, encore une fois, parce qu'ils ont pris beaucoup de place dans la campagne électorale, les tours du promoteur Brigil. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que comparativement à ce qui était l'ancien conseil, maintenant, on se retrouve avec une majorité de conseillers qui proviennent d'Action Gatineau, qui représentent l'île de Hall. Alors, ça peut avoir un impact, et y compris si on y rajoute même le district de Jocelyn Blondin, où le maire Maxime Penneau-Jobin était gagnant au niveau des voteurs dans ce district-là aussi. Donc, 4 districts sur 5 sur l'île de Hall. Ça va donner du jus aux gens d'Action Gatineau qui ne veulent pas les tours à l'endroit où Brigil veut les avoir. Mais attendez-vous, vu qu'il y a une majorité de conseillers qui sont indépendants, que ça va entraîner des discussions assez intéressantes. Il faudra que tout le monde y mette un peu d'eau dans leur vin. J'ai beaucoup d'espoir, je vous le dis. Peut-être que je me tromperai, malgré que je ne me suis pas si trompée que ça pendant les élections. J'avais prédit 14 sièges sur 19, où c'est exactement ceux que je pensais qu'ils gagneraient, y compris Mike Duggan dans son district à Elmeux, qui a ramassé Richard Bégin, une institution du côté d'Action Gatineau, un des candidats extrêmement importants et comment je pourrais dire, influent au niveau d'Action Gatineau. Alors, une lourde perte pour Maxime Penneau-Jobin. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun conseiller d'Action Gatineau dans le secteur Elmeux. Alors, quand le maire va avoir à composer ces comités, ça risque d'être assez intéressant. Mais quand je vois des jeunes comme Audrey Bureau, la fille et c'est la dernière fois que je vais le dire, de Marc Bureau et de Christiane Gourde Bureau, 2 personnes, donc elle est née dans Potion Magique, elle est comme Obélix, donc elle a une bonne connaissance du système politique municipal parce qu'elle grandit là-dedans, mais elle va faire son propre nom, j'en suis convaincue, une fille solide qui, je pense, allie les meilleurs côtés de ses parents. Et si tout le monde met un peu d'eau dans leur vin, je pense qu'on pourra se retrouver avec un conseil municipal assez intéressant. Alors, on va laisser le soin au maire d'enligner ses comités, ses commissions, mais dites-vous une chose, c'est le conseil qui décide. Alors, le maire va suggérer certaines positions, mais si les indépendants se regroupent et font le contrepoids, on verra, on pourrait avoir des surprises. J'en dirai pas plus parce qu'on aura sûrement l'occasion de revenir sur le travail des comités, mais dites-vous, il y aura les tours qui seront en jeu, il y aura certainement l'Aréna Guertin qui va continuer. Maintenant, enlevez-vous de la tête que ça va retourner dans le secteur Hall, à son emplacement actuel. On va continuer, compte tenu de l'élection, du résultat des différentes élections cette semaine. Et je pense qu'il faut quand même regarder aussi du côté de l'Ange Gardien, parce que vous êtes dans notre secteur, à nous autres, de la TVC Basse-Lièvre. J'avais prédit la victoire de Marc-Louis XVI, qui a gagné Marc-Louis XVI avec 76 % des votes. Alors, félicitations à Marc-Louis XVI. On va suivre aussi ce qui se passe dans ce coin-là. Les résidents de l'Ange Gardien ont choisi la continuité parce que c'était un conseiller de l'Ange Gardien depuis 22 ans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien son coin et puis ça sera intéressant à suivre. Ce qui a frappé, évidemment, honte de choc, parce qu'à Montréal, attrape la grippe, toute la province l'attrape. Alors, c'est évidemment la défaite de Denis Coderre. Denis Coderre, presque une institution à Montréal en lui-même, qui avait été élu il y a 4 ans. Montréal, qui était dans un marasme économique, a pris dans toutes sortes de dossiers de corruption. On n'a jamais entendu un mot venir de Montréal pendant les années Coderre. Ça a été une surprise pour plusieurs. Pour les gens qui sont très près de la métropole, c'était pas une surprise compte tenu des dossiers des dernières semaines, mais ça montre que
la vie politique, hein, ça ne tient pas à grand-chose et qu'un dossier en campagne électorale peut faire tout sauter. Et ça a été le cas de la formule E. Et aussi les billets qui avaient été donnés, 20 000 sur 25 000 billets, le caractère de Denis Coderre, etc. En tout cas, plein de choses qui doivent se dire, hey, ça se peut-tu après avoir sorti Montréal de plein de merde, mais enfin bref. Valérie Plante de Projet Montréal, qui a été appuyée beaucoup par la gauche, Québec solidaire, le NPD, certains membres du PQ, et bref, qui a été élue, rafraîchissant de la voir, c'est la première femme en 375 ans à Montréal. À Montréal, ils sont tous surpris de ça. Nous autres, ben pas vraiment, parce que des femmes ici en politique, on a vécu avec Paulette Lalande, pas loin d'ici, une institution dans notre région, préfète de la MRC Papineau. Ça me déçoit de voir qu'avec le départ de 3-4 femmes mairesses dans cette MRC-là, il ne reste plus aucune femme maire aucun des villages dans cette MRC. Mais on a le Pontiac qui a élu une dame, Jane Toller, et la MRC de la vallée de la Gatineau aussi. Alors, qui ont élu une femme mairesse de Maniwaki, une femme mairesse à Chelsea, à Kentley. Fait que nous autres, dans la région, là, c'est pas un animal bizarre que de voir des femmes en politique. Et j'en profite pour souligner tout l'apport de Femmes politiques et démocratie qui fait un travail colossal pour intéresser les jeunes femmes, les femmes à la politique. Alors, j'en dirai pas plus sur le sujet, j'en ai déjà assez parlé, puis vous n'avez assez entendu, mais il faut apprendre à s'intéresser à des choses qui ont un impact sur notre quotidien, il va de soi. Pendant ce temps-là, ben, le fédéral était bien content qu'il y avait les élections municipales, parce qu'il y avait une couple de petites controverses qui se déroulaient. Il y a eu l'histoire de la gouverneure générale. Ça vous a peut-être passé par-dessus la tête, vous ne l'avez pas vu passer, vous ne l'avez pas vu venir. La gouverneure générale qui participait comme conférencière, une conférence en matière de science, c'est sa spécialité. Il y a cette ex-astronaute. Alors, Julie Payette, qui est allée d'une charge dramatique, avec un ton d'art dramatique d'ailleurs, qui a fait une charge à fond de train contre certaines religions, des gens qui ont certaines croyances, y compris les catholiques qui croient que la Terre a été conçue par le bon Dieu en 6 jours, etc. Alors, elle s'est un peu moquée de tout ça, les gens qui croient dans l'horoscope, enfin bref, et le débat sur la place publique, c'était pour certains bien-pensants des commentateurs politiques, c'était de dire, est-ce que la gouverneure générale a même le droit d'exprimer une opinion politique, vu qu'elle est là pour représenter la reine? Attendez-vous à d'autres surprises de la part de Julie Payette. Le gouvernement savait très bien, en la nommant, que c'était pas une personne qui est là juste pour la parade. Par contre, c'est pas dans sa définition de tâche, si on peut l'exprimer ainsi, ça sera à suivre. Une autre, c'était sa ministre de l'Environnement, Justin Trudeau, Catherine McKenna, qui, lorsque la Syrie et le Nicaragua a joint l'accord de Paris en matière de changement climatique, est allée d'un beau tweet genre « Je félicite la Syrie » et Bachar al-Assad, qui est un des pires infects personnages politiques. On revient après la pause. Je m'appelle André Borin, j'ai 30 ans. Je viens du Brésil, je travaille comme professeur de yoga. Mes clients parlent français, donc en fait, j'ai besoin de communiquer avec mes amis. Je travaille à l'université, je parle français, puis j'adore la langue. Un message d'Impératif français. Encore tu sais? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je peux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Je m'appelle Hamid, je viens d'Iran. Dans la communauté, être mieux accepté si je sais comment de parler en français. Pour Québec, c'est très bon. Si je peux parler en français, très bien. Un message d'Impératif français. Et nous
sommes de retour après cette pause. Vous ai coupé ça net frais de sec, mais c'est parce que quand je parlais de Catherine McKenna, la ministre de l'Environnement, puis qui saluait presque son chum Bachar al-Assad de la Syrie, et tout le monde sait ce qu'il fait à sa population, puis les armes chimiques et autres. Le lendemain, elle s'en est excusé. D'ailleurs, le tweet est sorti, là, ils l'ont effacé. Et fidèles à eux-mêmes, et je suis tellement tannée de ça, de voir des personnes en position d'autorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils blâment leur staff, leurs employés. Ah, c'est quelqu'un de mon département de Twitter. Hey, ils ont des départements de Twitter. Je suis très contente de savoir qu'on paye des gens pour inscrire les états d'âme de nos personnages publics. Fait que quand vous pensez que ces gens-là sont très actifs sur Twitter, bien là, ça a l'air que non, c'est du personnel. Puis quand ils arrivent puis il y a une gaffe, bien là, on blâme le personnel en question. Moi, j'ai envie de dire à Catherine McKenna, assume-toi, tourne la page, explique que c'est parce que tu étais contente pour les changements climatiques. Il reste que les États-Unis à être signataires puis à confirmer qu'ils sont toujours partie prenante. Retenez pas votre souffle. Mais le gros scandale, si on veut, pour le gouvernement Trudeau, puis ça risque de leur coller un petit peu plus longtemps à la peau, c'est ce qu'on appelle le dossier des Paradise Papers. Ça, c'est tout ce qu'on appelle abris fiscaux à travers certains pays. Vous le savez, il y a eu, à un moment donné, une fuite de centaines de milliers de pages, pour ne pas dire plus, d'informations. Il y a des journalistes qui font partie d'un consortium, dont des journalistes de Radio-Canada, CBC et du Toronto Star, sont en train d'éplucher ces informations-là. Et il y a plein d'infos qui sortent et on a commencé à pouvoir pointer certains individus, certaines corporations qui proviennent du Canada. À l'intérieur de ça, un des grands amis de Justin Trudeau, notre premier ministre, c'est-à-dire Stephen Bronfman, de la famille Bronfman que tout le monde connaît, Seagram, etc., etc. Sachez que mettre de l'argent dans des abris fiscaux, c'est pas nécessairement illégal. Dépendamment de comment c'est fait, dépendamment de quel argent est-ce qu'on évite, c'est pour éviter des paiements d'impôts. Le problème, c'est que nous, la petite classe moyenne et la classe plus pauvre, on n'a pas nécessairement accès à ce genre d'abri fiscal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces argents-là. Quand même, j'appellerais une banque en Suisse pour leur dire que j'ai un petit 25$ à placer. Ils vont me rire d'en face puis ils vont me raccrocher la ligne au nez. Ça les intéresse pas. Mais il y a des systèmes qui existent et on a un gouvernement qui s'est fait élire en disant qu'il était pour faire la chasse à ces abris fiscaux. Là, on se retrouve avec un ministre des Finances, Bill Morneau, où on a appris de par les médias qu'il y avait effectivement une compagnie, il y avait une villa en France. Alors, on regarde tout ça et ça nous force à nous poser beaucoup de questions. Alors ça risque de coller un petit peu plus à la peau du premier ministre Trudeau parce que M. Bronfman en question, c'est le président du financement du Parti libéral du Canada. C'est lui qui, lors de la dernière élection, et y compris la course au leadership de Justin Trudeau, a pris en charge le ramassage, ces grands argentiers, pour rentrer des fonds. Alors, ça regarde plus ou moins bien et le premier ministre, au lieu de simplement dire on va laisser la justice et les différents ministères faire ce qu'ils ont à faire, bien, lui, il s'est déclaré satisfait des explications de son chum. C'est pas nécessairement prudent. Quand tu es premier ministre, des fois, tu dois te distancer un petit peu de tout ça. Alors, ça sera à suivre. Vous allez en entendre beaucoup parler. Pour plusieurs, ça s'apparente dans certains dossiers, puis je pointe personne du doigt à ce stade-ci, mais il y aurait eu des fausses factures dans certains cas d'individus. Comme je disais, je pointe personne en particulier. Et ça a fait faire des analogies avec le scandale des commandites. En tout cas, ça reste à voir. Il y aura certainement des suites à tout ça. Au Québec, c'était pas un secret de polichinelle, on le savait tous qu'il y aurait des contestations de la loi 62, c'est-à-dire celle qui va forcer les gens à recevoir et à donner les services publics à visage découvert. Il y a plein d'interrogations parce qu'il y a des gens qui disent comment ça que c'est une Québécoise pure laine qui s'est convertie à cette religion-là et qui maintenant porte la burqa ou le niqab, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi leur problème, puis pourquoi est-ce que, et est-ce que.
La Cour, moi, j'ai l'impression que ça va aller jusqu'en Cour suprême du Canada, donc c'est pas demain la veille, puis ce sera même pas lors de la prochaine campagne électorale qu'on aura encore une décision finale dans le dossier pour savoir si la loi 62 rencontre les critères de charte. Il y a des experts qui vous disent non. Moi, je crois que oui. On verra dans les années à venir. Moi, je pense que c'est le minimum que le gouvernement du Québec pouvait faire adopter et c'est exactement ce que fait adopter, c'est-à-dire le strict minimum pour des raisons de sécurité, de communication. Et dans ce contexte-là, ça n'empêche pas, dans son sens complet, à une personne d'exercer sa religion. Encore faut-il que ça fasse partie de la religion. Il y a des doutes aussi là-dessus. C'est l'avenir qui nous le dira, c'est le procès, l'audition de ce dossier-là qui nous le dira. Alors, ça sera certainement à suivre, mais ce n'est pas une surprise. Alors, voilà, c'est quand même ironique que ce soit des Québécoises de souche, puis je déteste l'expression, mais c'est effectivement le cas, qui ont décidé de porter la burqa, qui ont décidé de contester la loi 62. Alors, à suivre, et des fois, j'ai comme l'impression que c'est juste de valeur, c'est que c'est tellement des positions totalement opposées qu'on n'est pas capable de se rencontrer dans le juste milieu. Et pourtant, la société québécoise, à mon avis, est une des sociétés les plus ouvertes, les plus tolérantes, les plus... On a l'acceptation, là, comme ça se peut pas. On croit dans la liberté de choix, la liberté d'expression. Il y a plein de choses qu'on tolère, puis des fois, là, on a juste l'impression qu'il y en a qui font exprès de ne pas venir nous rencontrer à mi-chemin pour essayer de faire fonctionner les choses. Enfin, l'avenir nous dira ce qui va se passer avec ça. Une petite je veux pas... Ah non, avant de passer à l'histoire de Daniel Séguin, politique anti-harcèlement. Vous le savez, avec tous les dossiers, que ce soit au niveau médiatique, au niveau des comédiens, réalisateurs, bref, on a eu ici un candidat qui a eu à se désister compte tenu de certains allégués. Tout ça, ça a sensibilisé plein de monde à la question d'harcèlement sexuel. Et cette semaine, on a vu et le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec décider de modifier tous les deux leur loi du travail. Au fédéral, c'est le Code canadien des relations de travail. Au provincial, c'est la loi sur les normes du travail. Ça existe déjà au Québec. Hein? Il y a une section complète dans la loi sur les normes concernant la notion de harcèlement, mais on n'a pas distingué entre, par exemple, le harcèlement psychologique en milieu de travail et le harcèlement sexuel. Et là, le gouvernement a annoncé qu'il y a peut-être 260 000 entreprises au Québec qui vont être visées par cette modification à la loi, où ils devront adopter une politique anti-harcèlement. Je sens qu'il y a des conseillers en relations industrielles, relations de travail qui se frottent les mains parce qu'il va y avoir de l'avenir. Tout le monde va vouloir avoir une politique anti-harcèlement. Attendez, la Commission des normes du travail va avoir des modèles pour vous. Une petite entreprise avec 2, 3 employés, même si vous allez être forcé d'avoir ce type de politique, commencez pas à dépenser des fortunes là, pour avoir une politique anti-harcèlement. Il y en existe déjà des très acceptables. Ce qui sera important, c'est de protéger l'identité des victimes. Ça peut être un peu difficile dans une petite entreprise à 2, 3 employés, mais bref, ça va être un des points principaux. Et d'avoir un mécanisme de dénonciation. À qui on parle quand on a un problème d'harcèlement sexuel en milieu de travail. Alors ça sera à suivre. C'est pas aussi demain là, que ça va être parce qu'ils vont déposer des projets de loi dans les 2 paliers. Alors, ça sera certainement à suivre. Je suis contente de voir que ça ne perd pas de son air d'aller. Cette semaine, Nez rouge, opération Nez rouge, quand on approche de Noël, qu'est-ce que ça veut dire? Opération Nez rouge, qui va commencer à être en opération, a décidé de faire de Daniel Séguin son ambassadeur. Pourquoi? Ça a fait tout un paquet de bruit parce que Daniel Séguin a plaidé coupable. Il y avait eu des événements en 2010 alors qu'il avait conduit en état avec les facultés affaiblies, avait frappé une autre personne qui était en voiture, enceinte, et a plaidé coupable. Ça a duré longtemps. Avant que les gens disent « Ah, il a fait traîner le dossier », il y a eu un avocat qui était extrêmement malade, il y a eu un juge qui était malade. Enfin bref, il s'est passé plein de choses dans ce dossier-là qui a fait en sorte que ça a traîné, mais il a plaidé coupable, donc pas forcer la victime à venir témoigner, ni la couronne à faire sa preuve hors de tout doute raisonnable.
et a purgé quelques fins de semaine de prison. Il a purgé le 6e de sa peine et il est sorti après bonne conduite. Et Nez Rouge a décidé d'en faire son ambassadeur. Et ça semble poser un gros problème à bien du monde. Moi, je vais vous dire, Nez Rouge, là, ce n'est pas un organisme de protection des victimes, de secours des victimes. C'est un organisme pour aider les gens. Jean-Marie de Coninck, quand il a parti ça, il a décidé, il voulait ramasser des sous pour ces jeunes qui font du sport. Alors, et il savait que c'était un fléau, les facultés affaiblies et de conduire avec les facultés affaiblies. Il savait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, moi, si j'avais quelqu'un qui pouvait m'apporter ma voiture ou conduire ma voiture jusque chez nous, je laisserais mes clés avec plaisir. Alors, il a combiné tout ça et il a parti Nez Rouge. Qui de mieux qu'une personne qui a fait la gaffe monumentale, puis il y en a d'autres, hein, en passant, qui n'ont jamais été pris, puis qui le font quand même, puis qui prennent des risques, et qui a payé son prix, puis qui va pouvoir dire aux gens, faites pas ce que j'ai fait parce que voici les conséquences. Alors moi, je dis, c'est une tempête dans un verre d'eau. Je pense qu'ils ont réussi à attirer l'attention, puis une personne qui a payé premièrement, sa peine dans la société, là, maintenant, il faut en revenir si on croit réellement à la réhabilitation. Un autre qui est dans le trouble, quand je m'en venais vers la station, ici, pour enregistrer l'émission, j'apprends qu'André Boisclair, ex-chef du PQ, se serait fait arrêter en état d'ébriété au volant, aurait frappé, percuté un lampadaire. En tout cas, les faits resteront approuvés, innocents jusqu'à preuve du contraire, mais c'est tout un événement qui se passe présentement à Québec et, bon, évidemment, les médias à travers la province là, capotent, mais encore une fois, ça sera des occasions pour tout le monde de se rappeler que c'est dangereux. Vous prenez un verre, là, conduisez pas, c'est assez simple. On approche de la saison des fêtes, des parties de Noël, alors soyez prudents, organisez-vous un plan B automatique. Si vous voulez avoir du plaisir, prendre un verre sans vous pacter, c'est correct, mais même encore, prenez pas de chance, on ne sait jamais comment l'alcool peut nous affecter. Alors, je vais terminer sur mon grand ami. J'aurais presque envie de vous mettre une chanson de Bonne Fête. Bonne Fête à Donald Trump. Malheureusement, oui, cette semaine, on a fêté, bien pas moi, là, je vous le dis tout de suite, on a fêté sa première année comme président des États-Unis. C'est drôle, quand j'ai réalisé que c'était 1 an déjà, je me suis dit, mon Dieu, il me semble que la période Barack Obama est tellement loin que j'avais de la misère à croire que ça faisait juste 1 année. Lui est super content, puis il est en Chine présentement. En tout cas, il fait un voyage en Asie, dans les pays d'Asie, et il a tweeté, maintenant qu'il a le droit de tweeter à 280 caractères, oh my God, ça se peut pas. C'était déjà pesant à 140. Imaginez 280. Et il s'est envoyé un beau gros pouce en l'air pour dire « Bravo, mon Donald ». Hey, nous autres, c'est déjà tout. À la semaine prochaine, Boivin dit plus rien.